Samedi 3 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, aujourd'hui, justement 3 décembre, un mois après la signature de l'accord entre l'État malagasy et la société égyptienne Samkret, la construction de l'autoroute reliant Antananarive-Touamasin, la première autoroute de Madagascar, a été lancée officiellement. Ce projet est né d'une volonté et les travaux arriveront à leur terme, selon le président de la République Andry Rajoelina, qui est venu débuter officiellement les travaux de cette autoroute à Talatavulnunji ce matin. Reportage de Judikel Hanjelirin et Andoura Zanjaïbe. Les rêves seront réalisés, action, foi et solidarité. Ce sont ces 3 points grâce auxquels les rêves peuvent être réalisés, selon le président de la République Andry Rajoelina aujourd'hui à Talatavulnunji, durant la pose de la première pierre pour la construction de l'autoroute reliant Antananarive et Touamasin. Une voie qui reliera la région Antsinan à Nalamanque en passant par Alochamangour. Une autoroute 2 fois 2 voies longue de 260 km. Une première pour le pays. Un projet ambitieux pour Madagascar. Nous osons et nous pouvons et personne ne pourra nous en empêcher, a martelé le président de la République. Les travaux déjà effectués pour cette autoroute se poursuivront et seront renforcés après cette cérémonie de lancement officiel des travaux. L'entreprise égyptienne Samkret, renommée mondialement pour son expertise, est aux côtés de Madagascar pour sa construction. De telles infrastructures modernes manquent dans le pays pour pouvoir se développer, selon le président. Lancer que la route nationale 2 ne satisfait plus à 100% aux besoins de circulation. Plus de 1200 voitures y circulent quotidiennement, sans parler des poids des camions qui entraînent la dégradation des routes. Une nouvelle histoire sera écrite. Cette route apportera le développement, la solidarité et sera aussi l'artère qui reliera le poumon de l'économie du pays et de la capitale. Elle améliorera la circulation et d'ici peu, elle apportera un nouveau souffle au transport, au commerce et créera de l'emploi. L'autoroute débutera dans la capitale en passant par Tarasoch, vers Ambuimang et Talatavulnunji, passera par Andzurbe et sortira du côté d'Indeng jusqu'à Touamasin. Le trajet sur cette autoroute durera 3 heures. Parlons toujours d'infrastructures routières. Un affaissement de terrain a causé des dégâts sur 1 kilomètre de la rocade Yariv, notamment sur la portion reliant Amboumaïns et Amornakoun. Un affaissement qui s'explique par le fait que la route est construite sur des rizières remblayées, selon les explications des responsables aujourd'hui. Des matériels pouvant détecter ce genre d'anomalies ont été installés sur cette route, dont les travaux de réparation seront effectués la semaine prochaine. Des dispositions particulières en matière de circulation seront appliquées sur cet axe à partir de lundi. Reportage de Anyan Martina et Zahranjansu. À partir de ce lundi 5 décembre jusqu'au 16 décembre prochain, une portion de la route rocade Yariv reliant Amboumaïns à Amornakoun fera l'objet d'entretien. Des affaissements de terrain ont été constatés selon le responsable aujourd'hui. Au début de cette année 2022, des matériels ont été installés pour contrôler d'éventuelles anomalies pour cette rocade Yariv, selon les explications. Si auparavant, de graves dégâts ont été constatés, maintenant, il ne s'agit plus que de quelques centimètres, d'après toujours les responsables. La circulation sur cette partie de la rocade Yariv, entre Amboumaïns et Amornakoun, fera l'objet d'une organisation particulière à partir de lundi. En effet, du 5 décembre jusqu'au 9 décembre, le côté droit sera interdit à la circulation, tandis que le côté gauche sera à double sens. Du 12 décembre au 16 décembre, ce sera l'inverse. Toujours dans cette page sociale, de nombreux habitants de la capitale et de ses environs ont manifesté hier face à la coupure d'électricité qui a duré des heures sur le réseau interconnecté d'Antananarive cette semaine. Pour sa part, la Jirama a apporté des explications selon lesquelles la diminution de l'approvisionnement en carburant à plus de 65% du fait de mauvais état des routes, mais aussi le manque d'eau dans les centrales hydrauliques sont à l'origine de ces coupures. Des réunions ont été tenues entre les responsables de la société pour résoudre ce problème de carburant, d'après les informations. Toujours un reportage d'Aniana Martina sur les images d'Anzahara Zanarvelo. Un peu flou, Anusmas Naïtos ont manifesté hier soir face aux coupures d'électricité fréquentes durant cette semaine.
Cette coupure d'électricité a duré 4 heures, voire jusqu'à 12 heures, dans plusieurs quartiers d'Antananarive et ses environs, surtout dans le réseau interconnecté d'Antananarive, selon les constatations. L'approvisionnement en carburant a diminué à plus de 65% à cause du mauvais état des routes. Le transport des carburants par camion dure 4 à 5 jours, si cela était de 2 à 3 jours auparavant, selon les explications des responsables au sein de la JIRAMA aujourd'hui. Par ailleurs, tous les fleuves et les rivières approvisionnant les centrales hydrauliques sont à sec, notamment un Décalec qui ne produit que 50 MW d'électricité actuellement si sa production habituelle est de 120 MW, 14 MW pour Manjak au lieu de 24 MW auparavant. Depuis hier, des pluies artificielles ont été provoquées par la JIRAMA pour solutionner ce problème d'insuffisance d'eau. Face au problème de carburant, des rencontres ont eu lieu entre la JIRAMA et les transporteurs de carburant. Il a été décidé que les dirigeants doivent fournir des efforts pour les fêtes, mais aussi pour le mondial de football. Selon les informations reçues depuis hier, le nombre des camions sera également augmenté pour pouvoir transporter 300 mètres cubes par jour d'huile lourde pour le réseau d'Antananarive et 75 mètres cubes par jour pour les zones hors de la capitale. Parlant économie, le nombre des hôtels dans Madagascar doit être augmenté afin de pouvoir accueillir le plus grand nombre de touristes, selon le ministre du Tourisme Joël Ringemanjant aujourd'hui. C'est un secteur qui tient un grand rôle au sein de l'économie du pays et le but de l'État est de promouvoir ce secteur, que ce soit au niveau national qu'international, affirme-t-il. Le ministre appelle les opérateurs malagasy à se lancer dans le secteur avec l'appui de l'État. Toujours un reportage d'Anienne Martina et Yves Janel. 390 000 touristes sont venus séjourner dans la Grande Île depuis 2019. Les infrastructures hôtelières dans tout le pays ne peuvent accueillir que ce nombre, selon le ministre aujourd'hui. Le but de l'État malagasy est de doubler ce nombre. Par conséquent, il est primordial de construire des infrastructures hôtelières. Bon nombre d'opérateurs malagasy ont répondu à l'invitation pour le Forum des investisseurs, selon les explications, et les nouvelles constructions ont commencé dans le pays. Promouvoir le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est aussi un moyen d'appuyer la création d'emplois. Le secteur de l'hôtellerie tient une place importante dans l'économie du pays, c'est pourquoi le ministre appelle les opérateurs malagasy à y investir. Ce n'est pas seulement la capitale, mais toutes les régions et les districts, dont Madagascar, qui ont besoin d'infrastructures hôtelières. Et ces dernières devraient respecter les normes internationales, selon toujours les explications. Et ce ne sont pas seulement les étrangers qui sont appelés à visiter Madagascar, mais aussi les Malagasy, souligne le ministre aujourd'hui. Même si la ville d'Antsirabe regorge d'entreprises, bon nombre des habitants optent pour l'élevage, surtout ceux qui vivent loin du chef de la région. C'est pour cette raison que le maire de la commune d'Antsirabe, Rassaman Honoré Gabriel, appuie les paysans qui ont choisi d'élever des poulets à travers l'octroi de 1000 poulets de chair et de provende. Les bénéficiaires de cette initiative sont les éleveurs issus de divers Fukuntan de la commune d'Antsirabe ainsi que les employés de la commune. Anzara Zonarville nous en dit plus. L'élevage est l'activité phare des habitants de la commune d'Antsirabe, notamment ceux qui vivent dans la périphérie d'Antsirabe. Le maire de cette ville, pour augmenter le revenu de ses paysans ainsi que des employés de la commune et afin de promouvoir ce secteur de l'élevage, leur a remis 1000 poulets de chair et de provende. Il s'agit aussi d'apporter de nouvelles pratiques d'élevage, notamment l'élevage de poulets de chair. Étant un technicien agricole et d'élevage, le maire a dispensé de formation aux bénéficiaires de ses appuis. Le maire a déjà tenu une mobilisation similaire au mois de mai dernier en octroyant 7000 têtes de poussins aux éleveurs. Une stratégie qui semble efficace, d'où la tenue de cette nouvelle vague de distribution de 1000 poussins. Revenons un peu dans la page sociale. L'intégration au réseau distributeur d'eau potable reste encore une grosse charge pour les foyers vulnérables, raison pour laquelle ils préfèrent utiliser des puits. Ces derniers sont pourtant secs pendant les périodes où il n'y a pas de pluie. Des bornes fontaines publiques ont été ainsi installées, ce qui permet à ces foyers d'avoir de l'eau à moindre. En effet, 20 litres d'eau ne leur coûteront que 50 ariars. Par ailleurs, les habitants du quartier d'Ambouirouille à la Sourre peuvent bénéficier gratuitement d'eau potable pour ce mois de décembre grâce à l'association des femmes du parti Yarakesik. Un reportage de Anienne Martina et Anzara Radzonarville. Samy, qui habite le quartier d'Ambouirouille, commune à la Sourre, district d'Avaradjan, a besoin de 12 bidons d'eau de 20 litres tous les jours à raison de 50 ariars le bidon.
Mais à partir de maintenant, et cela pour tout le mois de décembre, Sami, comme tous les habitants de son quartier, pourra gratuitement bénéficier d'eau. Une mesure qui allégera quelque peu les charges au quotidien de la population, selon leurs déclarations. Cette initiative d'octroyer de l'eau gratuitement a été faite par l'association des femmes au sein du parti politique Arakisik. Étant donné que ce ne sont pas tous les foyers qui peuvent se raccorder au réseau de distribution d'eau, ce geste est une contribution de l'association pour l'amélioration du volet social de la population d'Alassour en cette période de fête. Il s'agit également d'un appui aux plus vulnérables afin que chacun puisse bénéficier d'eau potable. L'objectif est que 200 foyers puissent en bénéficier dans ce quartier d'Amboroui-Alassour tous les samedis. Dans les actualités internationales, en 4 ans, le handisport a bien progressé au Togo. Aujourd'hui, une cinquantaine de sportifs s'entraînent dans différentes disciplines sportives et une dizaine de personnes participent à des compétitions internationales. C'est le cas de l'athlète Jacqueline Kassiba, seule sportive de haut niveau à avoir représenté son pays aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. France 24. Aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo de 2021, Jacqueline Kabissa était la seule sportive de haut niveau représentant son pays, le Togo. L'athlète du lancer de poids, du disque et du javelot est revenue sans médaille, mais elle a battu son propre record au lancer de poids. Pourtant, son plus bel exploit reste la victoire sur elle-même depuis qu'elle a été renversée par une voiture il y a 9 ans. Le jour où on m'a amputée, j'ai dit ça là c'est fini pour moi ça. C'est la fin du monde. Je ne voulais pas sortir. Pour surmonter son handicap, la jeune fille décide d'intégrer ce club handisport qui venait tout juste d'ouvrir. Mon handicap m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, les gens me donnent du respect. Avant, quand ils me voyaient même, ils me dénigrent. Généralement, avant les premiers entraînements, il y a toute une préparation, le travail sur le dépassement de soi. Nous avions des psychologues parmi nous qui travaillent avec ces membres. Ils les amènent d'abord à accepter leur handicap et à surmonter la stigmatisation et à avoir le courage de donner le meilleur d'eux-mêmes. Jacqueline Kabissa pratique aussi le sport roi, devenant la première femme à jouer au ballon rond parmi la cinquantaine de jeunes amputés au sein de ce pôle d'espoir de football. Une pépinière qui compte aujourd'hui une dizaine de professionnels. L'un d'entre eux, Jalilou Akbéré, est parti en Allemagne et a été désigné en 2021 meilleur joueur dans le cadre du championnat allemand de football pour amputés. Le fait qu'un de nos joueurs que nous avions formé a eu son ballon d'or en Allemagne, cela nous donne le courage de continuer, d'aller plus en avant et d'encourager les autres aussi à prendre le pas de ce joueur. Le handisport est encore au stade embryonnaire au Togo, toutes disciplines confondues. Mais le pays pourrait bien créer la surprise en matière de football. En 2023, des clubs de handi-foot ouvriront sur l'ensemble du territoire. Et la Russie devrait être confrontée à partir de lundi au plafonnement de prix de son baril de pétrole à $60 après l'accord scellé par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie afin de limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. France 24. Après plusieurs semaines de négociations, les 27 États membres ont finalement trouvé un accord. L'Union européenne va limiter le prix du pétrole russe acheminé par la mer à $60 le baril. Les pays hors de l'Union européenne pourront ainsi continuer à importer du pétrole russe par tanker et à recourir aux assureurs et compagnies de services maritimes européens à une seule condition, qu'ils n'achètent pas le brut de Russie à un prix supérieur au plafond fixé. Nous devons veiller à ce que les pays émergents et en développement continuent à avoir accès à une partie du pétrole brut russe à des prix limités. C'est pourquoi l'Union européenne, le G7 et d'autres partenaires mondiaux ont décidé aujourd'hui d'instaurer un plafonnement mondial des prix du pétrole maritime en provenance de Russie. Bruxelles va sous-payer le pétrole vendu par Moscou avec un objectif principal: priver le Kremlin d'une partie de ses revenus avec lesquels il finance sa guerre en Ukraine. Depuis le début du conflit, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Union européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, les mesures ont été saluées par Washington. Nous continuons de penser qu'un plafonnement des prix aidera à limiter la capacité de Vladimir Poutine à profiter du marché du pétrole pour continuer à financer un appareil de guerre qui continue à tuer d'innocents Ukrainiens. Ce dispositif, trouvé vendredi, vient s'ajouter à l'arrêt des importations de pétrole russe sur le sol européen
qui doit entrer en vigueur ce lundi. Un bain de foule dans le mythique French Quarter pour conclure sa visite d'État aux États-Unis. Emmanuel Macron s'est rendu hier à la Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens historiques franco-américains pour célébrer la francophonie. Il a aussi profité de ce déplacement pour rencontrer Elon Musk. France 24. Journée de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et il était en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, où il y a eu une déambulation dans les rues du quartier français de la ville. Et là, le président français, clairement en terrain conquis, des centaines, peut-être des milliers de personnes rassemblées pour voir le chef de l'État, pour l'acclamer, pour lui serrer la main, prendre un selfie avec lui. On a vu des gens avec des drapeaux français, avec le maillot tricolore, crier « Allez les Bleus !» Une femme lui demandant de déménager à la Nouvelle-Orléans, tous clairement très contents de voir le chef de l'État venir à la Nouvelle-Orléans. Puis ici, au NOMA, le musée de la ville, il a lancé un véritable plaidoyer en faveur de la langue française devant des représentants de la communauté francophone. Il a déclaré que c'est un combat, il faut propager, diffuser la langue française. Il y croit fortement, Emmanuel Macron. Il a aussi annoncé la création d'un fonds pour favoriser des bourses et plus généralement l'apprentissage de la langue de Molière ici aux États-Unis. Puis, surprise avec l'annonce d'une rencontre inattendue entre Emmanuel Macron et Elon Musk, le patron de Twitter. Cette rencontre a duré 1 heure. Elle s'est déroulée ici même au NOMA, à l'abri des regards. On a essayé d'interroger le chef de l'État qui n'a pas voulu répondre à des questions sur cette rencontre, mais il s'est fendu d'un tweet. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron avait fortement critiqué ces derniers jours dans les médias américains le virage pris par Elon Musk et Twitter avec moins de modération de contenu qui, selon lui, permettait de propager des théories conspirationnistes, notamment sur le Covid-19. Alors dans son tweet après la rencontre, Emmanuel Macron a déclaré qu'ils avaient eu une honnête et claire discussion et qu'ils allaient travailler à modérer justement les contenus, protéger la liberté d'expression et que Twitter devait faire des efforts pour respecter les régulations européennes. Les deux hommes se sont donc rencontrés ici au NOMA et ont aussi pu discuter de transition énergétique car bien sûr le patron de Twitter est aussi le patron de Tesla. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Une très bonne continuation sur Viva. Au revoir.